Chers auditeurs, pour cet épisode, voici le scénario. Vous êtes en vacances, vous vous baignez dans une crypte en bordure méditerranéenne et subitement, vous découvrez sous une énorme planche un trésor contenant des bijoux et des pièces de monnaie. Bon, c'est peu probable, je vous l'accorde. Mais ce décor a pour but de nous interroger. Qu'est-ce que les historiens chercheraient à démontrer si vous veniez les voir après avoir découvert un trésor en faisant une excursion dans une crypte en bord de mer? Une fois n'est pas coutume, je vais m'appuyer sur l'actualité pour commencer à répondre à ces questions. Car c'est en quelque sorte ce qui s'est passé tout récemment à Batina, en Croatie, ville à la croisée des chemins qui relie l'Adriatique au Balkan par la traversée du Danube. Tout récemment, un nouveau trésor y a été découvert par les archéologues, composé essentiellement de 56 pièces de monnaie médiévale en argent provenant de France. La surprise des archéologues fut grande. Au départ, ils réalisaient des fouilles pour mieux comprendre les structures militaires romaines et la structure de cette zone frontière. Mais en analysant les différentes strates, ils ont découvert la présence d'éléments qui ne dataient pas clairement de la période romaine. Ces éléments étaient en réalité ces 56 pièces médiévales que je viens de vous évoquer, qui proviennent de Limoges, Toulouse, Albi et du Puy-en-Velay. Ces pièces ont été produites entre le 9e et le 13e siècle, période qui correspond à la première croisade. Or, on sait très bien qu'il s'agit d'une période de crise de l'argent en Europe. La baisse des extractions des mines d'argent, l'instabilité politique et l'insécurité des routes de commerce a conduit la France à produire beaucoup moins de pièces d'argent que précédemment. C'est pourquoi le trésor qui a été découvert à Batina est exceptionnel, d'autant que certaines pièces découvertes n'existent qu'en quelques exemplaires dans le monde. Alors, à notre échelle, la découverte de ce trésor nous rappelle à quel point l'histoire de la monnaie et de l'argent est fondamentale pour les historiens. Elle permet de s'interroger sur le commerce au Moyen-Âge, les circulations, les routes de pèlerinage, les pratiques militaires et la logistique en place, notamment pendant les croisades. Tout d'abord, revenons sur quelques éléments de contexte pour mieux comprendre comment la monnaie a fait irruption dans l'histoire. La présence de l'argent est mentionnée dans les textes les plus anciens dont nous disposons. Par exemple, dans le code d'Ur-Nama, la plus ancienne tablette juridique connue, qui date de 2100 avant Jésus-Christ, est évoqué le shekel d'argent babylonien. Et cette monnaie est omniprésente également dans le code d'Hammurabi, qui contient l'organisation juridique de la Mésopotamie. Dans la Bible, au chapitre 23 de la Genèse, Abraham paye 400 shekels d'argent à Éphron pour l'achat du terrain qui lui sert à enterrer sa femme Sarah. Dans l'Antiquité, les cités qui ont le plus besoin d'argent sont celles qui ne produisent pas suffisamment de blé pour nourrir leur population. La Grèce doit recourir au blé égyptien pour se nourrir, car l'implantation très ancienne des populations dès le néolithique et l'exploitation des terres a déjà conduit à un appauvrissement des sols. En parlant de l'Égypte, un autre trésor archéologique majeur fut découvert par le Français François Bisson de la Roque, au sud de Luxor, le 8 février 1936, le trésor de Tod. Les coffres découverts, qui ont dû résister plus de 3000 fois à la crue du Nil, contenaient des lingots tablettes, des tiges et des chaînes d'argent. À la période d'émission de ces objets, l'argent était tout aussi précieux, voire même plus précieux que l'or. C'est pourquoi les objets variés, et notamment les 143 coupes d'argent, même s'ils n'ont pas la forme de monnaie, ont une valeur numéraire. C'est donc en premier lieu la matérialité qui intéresse les historiens à travers l'étude des monnaies. D'ailleurs, le mot sou est issu de cette existence physique de la pièce, puisqu'il tire son origine du solidus, qui est une pièce de monnaie frappée à partir du IVe siècle sous l'empereur Constantin. Impossible de parler d'argent sans évoquer Crésus. Il est le premier souverain à émettre une monnaie frappée composée d'or et d'argent, la chryséide. En quoi cela constitue une grande innovation ? Avant, pour le paiement des mercenaires avec des monnaies au poids, il fallait l'intervention d'un trapéziste, c'est-à-dire un artisan spécialisé dans le change, qui est en quelque sorte l'ancêtre des banquiers. Avec la frappe de monnaie, l'autorité devient garante de la valeur. Malheureusement pour Crésus, son royaume de Lydie est annexé par le Perse Cyrus II
à la bataille de Thybré à la fin de l'année 547 avant Jésus-Christ. Une histoire comme ça ne s'invente pas. Car en effet, le lien entre l'argent et la guerre n'est plus à démontrer, en particulier aujourd'hui. Alexandre le Grand est le plus bel exemple. Il finance son armée au fil de ses conquêtes en s'emparant de l'or et de l'argent des Perses. Dans un précédent épisode, j'évoquais l'Office Saint-Georges, première forme moderne de banque créée à Gênes à l'aube du XVe siècle. Il n'est pas étonnant que l'idée du départ vers les terres lointaines ait fleuri dans la tête du Génois Christophe Colomb et qu'il ait eu les clés politiques et économiques pour financer son expédition. En effet, le XVIe siècle marque réellement un point de bascule dans l'histoire de l'argent. À partir des grandes découvertes, l'Europe est inondée par l'or en provenance notamment des mines du Potosi, au cœur de l'actuelle Bolivie. Et cela change complètement la place de l'argent dans l'économie globale. Pour la France, lorsqu'on évoque l'histoire de l'argent, il est impossible de ne pas évoquer la figure de Jacques Coeur. Il s'agit d'un personnage exceptionnel pour son époque, ayant vécu entre la fin de la période médiévale et le début de l'époque moderne. Il est le premier à organiser une stratégie commerciale pour concurrencer les cités-États italiennes telles que Gênes et Venise. Il cumule plusieurs fonctions et charges en lien avec l'économie de son temps. Il commence son parcours en tant que commerçant et entrepreneur. Il vend des draps de luxe au roi Charles VII qui réside alors à Bourges. Il devient ensuite maître de l'atelier monétaire de cette ville, puis maître des monnaies de Paris. À partir de 1438, il est nommé argentier du roi Charles VII. Au cours de sa vie, il parvient à accumuler une immense fortune dont témoigne son somptueux palais au cœur de la ville de Bourges, ainsi que l'inventaire des biens saisis après son procès, qui tient sur plus de 500 folios. La fortune de Jacques Coeur suscite jalousie et convoitise. Parmi les chefs d'accusation imputés à Jacques Coeur, il y a celui d'avoir usurpé l'argent public. Car du trésor évoqué en début d'épisode, le sens bascule pour désigner le trésor public, c'est-à-dire l'administration chargée de la gestion des fonds au sein de l'État moderne. Ici, je vais laisser la parole à Harpagon, figure imaginée par Molière au cours du grand siècle pour rappeler la puissance que ces petits agrégats métalliques peuvent avoir sur nous. Sauvons-nous, je l'entends crier. Au voleur, assassin, au meurtrier, justice, justicienne, je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, il m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Ah, je ferai pour le trouver. On pourrit, ou ne pas trouver. Mais tu point là. Mais tu peux ici? Qui est-ce? Arrête, Rends-moi mon argent. coquin. Oh, c'est moi. L'esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On me privait de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans mes faits, je n'en pourrai plus rien. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Aujourd'hui, nous allons vers une dématérialisation. Cela fait renaître les interrogations sur les enjeux de l'existence matérielle de la monnaie. Le grand avantage de l'existence physique de ces monnaies, c'est que leur lieu d'émission est souvent déterminable grâce aux éléments graphiques ou scriptuaires présents sur leur face. Ainsi, elles marquent en profondeur leur époque. Dès lors que la monnaie est retrouvée ailleurs que sur son lieu d'émission, on sait qu'elle a circulé et que sa présence traduit une potentielle route commerciale ou un échange diplomatique. Finalement, on peut dire que l'étude de la monnaie est une des plus riches en enseignements pour appréhender l'histoire de manière globale. Grâce aux archéologues et à la découverte de ces trésors, vous savez l'essentiel. La vie n'a pas de prix. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, chers amis et chers passionnés.